BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H. Il règne sans partage ou presque sur Force ouvrière, le 3e syndicat français depuis donc 14 ans. Jean-Claude Mailly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière, mais vous passez la main le 27 avril prochain, congrès de FO à Lille du 23 avril au 27 avril. Pascal Pauvageau, c'est le seul candidat, du reste pas très démocratique, hein, un peu stalinien, non? Non, écoutez, les gens Il n'y en a qu'un seul candidat. Oui, non, mais les gens sont libres d'être candidats. Oui. Vous savez, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on a dit dans d'autres pays un peu plus autoritaires. Non, oui. non, il suffit d'être présenté par une structure, un département, une fédération et d'avoir 50 cotisations. Bon, et là, vous savez, pour être secrétaire général d'une nation, il faut deux choses en fait. Il faut à la fois le vouloir, sinon il faut faire autre chose. Ouais. Il le veut. Moi, il m'a dit la première fois que le jour où je partirais, il serait candidat, c'était en 2011, donc c'est pas aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut qu'une bonne partie des militants de la nation le souhaitent, ce qui est le cas. Donc il est seul candidat puisque les listes de candidatures sont closes. Donc, on fera un petit peu d'historique aussi, bien sûr, sur l'évolution des salaires pour voir si vous avez été utile ou tous les cas dans ce combat-là. Avec Emmanuel Lechy. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Jean-Claude Mailly, beaucoup de questions parce qu'il y a une actualité très chargée, quand même, que ce soit la réforme de la SNCF qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, l'intervention du président Macron pour savoir si oui ou non il y a une convergence des luttes. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis évidemment, est-ce que vous attendez un congrès difficile? Ah mais comme tous les congrès, vous savez, vous avez un congrès, c'est à peu près 3500 délégués pendant 5 jours avec des commissions, etc. Et comme je dis, les congrès FO sont toujours très animés. Hein, je sais plus, je n'ai pas compté, ça doit être mon 10e congrès Force ouvrière. Il y a toujours de l'animation dans les congrès. On se fait engueuler, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Donc il y aura des débats dans le congrès. Et oui, ce sera un congrès. Est-ce que vous attendez, parce que je disais, vous avez régné sans partage ou presque, parce que c'est vrai. Non, c'est pas. Oui, enfin bon, c'est quand même comme ça. Oui. Enfin, j'ai été secrétaire général 14 ans. C'est la vision de l'extérieur. Le presque, ça partait peut-être de ce sentiment qu'il y avait une forme de contestation interne au moment de une attitude jugée un peu conciliante sur la réforme. Il y en a eu. Voilà. Est-ce que vous vous attendez il y en a qui vont faire le reproche? Oui, bien sûr. Fortement. Il y a des militants. Fortement, je ne sais pas, je verrai. Mais il y a des militants qui vont reprocher ça, c'est évident. Mais je rappelle que ces décisions que nous avons prises, elles ont été prises par les 13 membres du bureau confédéral unanime. C'est pas une décision individuelle. Et moi, je ne regrette rien sur cette période-là. Peut-être qu'on aurait dû expliquer des choses différemment, mais sur le fond, je ne regrette rien. Vous ne regrettez rien? Non, Est-ce que Pascal Pauvageau, il sera notre invité bientôt, du moins on l'espère. Il a une position plus dure par rapport justement à l'attitude qu'il faut avoir par rapport au gouvernement. Est-ce que vous lui dites c'est un péché de jeunesse et vous, à la limite, c'est un péché, j'ose pas dire de vieillesse, mais enfin en tous les cas d'expérience, on va dire ça comme ça. Même s'il est seul candidat, il est un peu en campagne quand même s'il n'a pas de candidat contre lui. Bon, il va falloir, comme ce fut mon cas il y a 14 ans, il va falloir s'affirmer, il va falloir discuter avec les militants, mais les grandes orientations de l'organisation, c'est à la sortie du congrès qu'on saura. Est-ce qu'il va y avoir un durcissement des syndicats, parce que c'est des représentants des syndicats qui sont là dans le congrès ou pas. Donc c'est à la sortie du congrès qu'on verra s'il y a un durcissement ou pas. Et puis la manière dont il est élu, s'il est élu largement, s'il est plébiscité ou pas. Oui. Il sera élu largement. Oui. Ça, 100%, enfin peut-être pas pour faire trop stalinien. Mais j'en sais rien, mais il sera élu très largement. Oui. Oui. Ça, je n'ai pas d'inquiétude. Est-ce qu'il y aura FO sera différent? Les hommes sont différents, mais comme moi j'étais différent de mon prédécesseur, et chacun doit garder, Marc Blondel, chacun doit garder sa personnalité. Après, publiquement, il a expliqué que la ligne sera la même. Après, vous savez, comme on dit, la fonction crée l'organe. Après, il fera comme tout le monde quand on est dans ce poste de responsabilité. FO est une maison complexe. Il n'y a pas de courant structuré, mais il y a beaucoup de sensibilité. Donc, c'est une maison complexe qui demande beaucoup de discussions, beaucoup de débats internes, etc. Mais si on regarde le nombre d'abonnés, vous voyez, c'était le nombre d'adhérents. En l'occurrence, écoutez, on n'a pas perdu. 300 000, 400 000 Non, 500 000, autour de 500 000 500 000. Oui, il y a tous les chiffres impossibles. Donc, mais oui, mais on ne va pas revenir là-dessus, mais je n'ai pas. Donc vous dites, non mais vous, au moment autour de départ, 500 000. Autour de ça fera une bonne base, 500 000. Il y en avait combien lorsque vous avez pris la mais c'est à peu près dans les mêmes eaux. Je trouve ce qui n'est pas mal dans une période qui est difficile, pas simplement chez nous, en Europe d'une manière générale. Je discutais avec mon camarade allemand la semaine dernière, il nous disait qu'entre 1990 et aujourd'hui, le DGB, qui est le principal syndicat allemand, il est passé de 9 à 6 millions, par exemple, d'adhérents. Voilà, donc, oui, mais il est obligatoire.
obligatoire. Ça dépend où, pas partout. Ouais, C'est une grande plus partie compliqué. quand même. Bon. Ouais. Oui, mais enfin, il y a et dans d'autres pays également. Donc, on ait réussi à maintenir notre nombre d'adhérents quand on voit la déconfiture parfois, par exemple, de certains partis politiques. Je trouve que c'est pas déjà si mal. J'entends toutes les colères. Déclaration d'Emmanuel Macron lors de ce entretien dimanche soir sur BFM TV, mais il a réfuté toute coagulation des mécontentements. Je cite toujours. Est-ce qu'il a tort? J'entends toutes les colères, j'en suis pas persuadé, parce que pour entendre, il faut apporter des réponses. Or, aujourd'hui, sur pas mal de dossiers, on a guère de réponses. Bon, la SNCF, on n'est toujours pas sorti du conflit, parce qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. S'il y a une réponse, il y a un vote à l'Assemblée nationale, mais... avec 454 voix pour, 80 contre. Oui, c'est pas une surprise. Oui, c'est avec le taux de grévistes qui s'effilochent. On n'en sait rien, c'est contesté par les syndicats. Donc on verra. Écoutez, il y a encore des journées de grève programmées. Moi, les troupes FO sont aussi dans l'action sur la SNCF. Il y a tous les syndicats, si bien dans la SNCF, dans l'action. Donc à un moment donné, quand ça dure comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est jamais bon les conflits qui durent. C'est bon pour personne. C'est pas bon pour les salariés qui font grève parce que d'une certaine manière ils le font. J'allais dire, oui, mais ils perdent. Oui, mais le gouvernement, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout parce que sinon vous arrêtez. Le gouvernement, c'est pas bon pour lui non plus. Vous tout. savez, ça fait 1 an que l'élection a eu lieu. Ouais. Enfin, l'élection présidentielle. 14 mai. Ouais, à quelques 15 jours ou 3 semaines près. Le climat n'est plus le même. À la fois sur ce sentiment de méthode. Voilà, on parle d'un dossier, paf, la SNCF, voilà, les 4 points, en gros, qu'on a discuté. Où ça donne le sentiment d'avoir discuté. Donc après, c'est décidé, pardon. Et après, il y a des discussions qui tournent un peu en rond. C'est pareil sur la fonction publique. Ils annoncent un programme, les 4 ou 5 points, et après, on discute, mais on a l'impression que ça n'avance pas. C'est de la méthode, ça, justement. C'est de la mauvaise méthode. Je suis désolé. Parce que c'est pas du vrai dialogue. Oui. C'est pas du vrai dialogue, c'est pas de la vraie discussion. Et comment peut-on lancer une discussion, par exemple, dans la fonction publique, et laisser travailler en catimini une trentaine d'experts? On ne sait pas ce qui va en sortir. Ça s'appelle Cap 22. Est-ce que la démocratie, c'est pas aussi de dire, voilà, il y a un groupe qui travaille, on vous consulte, on vous demande votre avis? Ben non, pour le moment, c'est la boîte noire, on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc il y a un vrai problème de méthode. Je sais qu'il a toujours dit, le président, qu'il voulait tout faire en 2 ans. Je ne sais pas ce qu'il fera après, d'ailleurs, au passage, mais bon, peu importe. Mais en tous les cas, il y a un vrai problème de méthode sur les problèmes sociaux. L'hôpital, ok, on nous a dit dimanche soir qu'il allait faire des annonces. Moi, par exemple, j'ai fait une suggestion toute bête, qui ne règle pas tous les problèmes, on est bien d'accord, mais quand les hôpitaux publics doivent investir aujourd'hui, et ils doivent investir, ils empruntent sur les marchés financiers à un taux entre 2 et 3%. Et ils sont tous en redressement, pas tous, mais beaucoup en redressement financier. Est-ce qu'on ne peut pas demander, c'est une bouée d'oxygène pour ces hôpitaux, que sur une période, la BCE, la CDC, Caisse des dépôts ou la Banque publique d'investissement leur prête à un taux de 0,5 par exemple. C'est une bouée d'oxygène. Ça ne règle pas tout. Il faut travailler sur les réformes structurelles, la T2A, etc. Mais voilà, ça fait 2 mois que j'ai dit ça, j'ai toujours pas de réponse. Voilà. Sur des trucs très concrets, on n'a pas de réponse. Mais est-ce que malgré tout, vous pensez qu'il va avoir une convergence des luttes? Lui, donc, il dit non. Mais il n'en sait rien, pas plus que moi. Non, mais voilà. Il ne le sent pas. Il dit que le dossier de l'EHPAD, c'est différent du dossier de la SNCF, qui est différent du dossier d'Air France, qui est différent de ceux des beaucoup de gens disent aujourd'hui, moi, quand j'ai beaucoup tourné encore ces derniers temps, beaucoup de gens disent, bon, alors, on nous explique partout que la croissance est meilleure. Ah, mais je conteste pas, c'est un problème européen, même si c'est un peu moins fort en France qu'ailleurs. Le chômage diminue. Et moi et qu'est-ce qui a de changé dans ma vie de tous les jours? Je suis retraité, j'ai 1200, 1300 euros par mois, boum, je perds du pouvoir d'achat. L'emploi, on ne voit pas l'effet. Le pouvoir d'achat, on ne voit pas l'effet. Donc ça commence à peser ce genre de choses. Alors c'est vrai que le dossier de l'EHPAD, le dossier de l'hôpital, le dossier de la SNCF, enfin il y en a un paquet de dossiers en ce moment sur la table, mais pour le moment on n'a pas de réponse. On a un sentiment de vouloir, bon, allez, cause toujours, tu m'intéresses et on continue, quoi. On va parler de ça dans un instant avec Emmanuel Echeveux. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Claude Mailly, qu'il y a une volonté du gouvernement, enfin d'Emmanuel Macron, de dynamiter les syndicats tels qu'ils existent et peut-être les corps intermédiaires? Il a toujours expliqué. De l'intérieur. C'est pas sa culture. De l'intérieur, je pense pas. Non, je pense pas qu'il ait des accointances à l'intérieur des syndicats, quels qu'ils soient. C'est pas ça le problème. Non, mais je pensais de l'intérieur. Par exemple, si vous prenez la réforme du Code du travail, on voit bien que du coup, il y a plus de pouvoirs qui sont donnés. C'est pas ça. Mon inquiétude, qui bouleverse complètement les équilibres syndicaux. Je le dis clairement. J'ai une inquiétude pour demain. Bon, ce sera plus moi qui serai en responsabilité, mais c'est qu'il mette en application ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Pendant sa campagne électorale, il a dit le rôle des syndicats, c'est l'entreprise et la branche, mais pas le niveau national interprofessionnel. Or, c'est ce qu'il a fait.
C'est pas fini. Non, mais c'est pas fini. C'est ce qu'il a commencé à faire, oui. Sur les ordonnances, il a discuté avec les confédérations quand même si in fine on n'est pas satisfait, mais on a gagné des trucs, mais pas suffisamment. Bon. Oui, non, mais d'accord. Mais les branches, aujourd'hui, oui, les branches, oui, bien sûr, heureusement. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a fait. Mais ceci étant, aujourd'hui, notre système social, il suppose l'articulation de tous les niveaux. Le niveau national interprofessionnel, le niveau de la branche et le niveau de l'entreprise. Si demain, le niveau interprofessionnel disparaît d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans les responsabilités que nous avons les uns dans l'assurance chômage, par exemple. Je suis pas sûr que l'État, moi, gérerait mieux l'assurance chômage que le patronat et les syndicats. Or, il a renoncé à l'étatisation. Oui. C'est clair. Oui, mais demain, si on négocie dans un corset tellement serré qu'on n'a aucune marge de manœuvre, ça veut dire que c'est une liberté toute relative de négocier. Voilà, ça j'ai une inquiétude là-dessus. Ça veut dire que il se trouvera face à face aux salariés, il n'aura pas l'intermédiaire. C'est ce qu'il veut, à votre avis, c'est ce qu'il veut. Oui, mais il prend des risques, c'est ça. Ouais. Il prend des risques, enfin c'est son problème après. Allez, on va parler salaire, c'est l'heure du chiffre de le chiffre, après tout ça nous concerne tous. BFM Business, l'heure H, le chiffre de le chiffre. En 2004, je rappelle, c'est là où vous avez pris les rênes de FO, 58,5%, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée quand vous prenez donc la tête de FO, et non pas de la CFDT, Emmanuel Le Chypre. Aujourd'hui, cette part a augmenté de plus de 2 points, donc de façon favorable aux salariés. Donc finalement, il a servi à quelque chose, notre invité. Oui, parce que c'est vrai que le sentiment qu'on a quand on refait les 20 dernières années dans le rapport de force entre les entreprises, les salariés, etc., on a toujours cette impression que les dividendes ont pris une part disproportionnée, que tout ça s'est fait sur le dos, que tout ça s'est fait sur le dos des salariés. Alors, c'est vrai dans beaucoup de pays, mais c'est pas tellement vrai en France, puisque effectivement, vous avez donné les chiffres, Edwige, quand on regarde ce que représentent les salaires distribués donc aux salariés dans l'ensemble de la valeur ajoutée, eh bien, cette part est plus élevée aujourd'hui qu'en 2004. Alors, je rappelle juste les grands mouvements historiques. La part des salaires dans la valeur ajoutée atteint un point haut en 1982, puis un point bas en 1998. Elle est stable jusqu'à la crise de 2007. Et puis, petit à petit, elle redevient favorable aux salariés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ça, effectivement, c'est une exception française. Donc finalement, vous avez servi quelque chose, mais finalement, ça nous a peut-être aussi desservi parce que la part des salaires en France est trop élevée et que du coup, ça nuit au coût du travail et donc ça nuit peut-être. Vous savez, quand dans la répartition, il y a à la fois la part qui va à l'investissement, il y a la part qui va au salaire et il y a la part qui va aux dividendes. Il y a les trois. Il y a les salaires, il y a les profits et après il y a que font les entreprises des profits. Des profits, on est d'accord. Non, mais nous, on est avant, d'accord, on est sur les salaires. Oui. Non, mais il y a eu un redressement effectivement en termes de répartition de la valeur ajoutée. Après, c'est une structure de salaire. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que quand vous avez un système de sécurité sociale qui est encore, ou de protection sociale, encore reconnu comme l'un des meilleurs au monde, avec ses imperfections, etc. Et avec ses handicaps, avec l'impact. Non, mais ça se finance. Mais oui, mais si vous êtes journaliste aux États-Unis, vous paierez très cher votre assurance privée à je ne sais quelle compagnie d'assurance, mais vous la paierez quand même. Donc, sauf que effectivement, ça rentre pas dans le calcul du prélèvement obligatoire. Enfin, ça, c'est mais ça, c'est de la comptabilité. Pardonnez-moi, c'est une ligne comptable qu'on met là et qu'on met pas ailleurs. Et moi, je préfère un système qui est socialisé d'une manière ou d'une autre, qui coûte moins cher au passage que des compagnies d'assurance en gestion et qui couvre mieux les gens que dans d'autres pays où c'est un système privé. Est-ce que, quand même, maintenant, vous pouvez faire un petit bilan, Jean-Claude Maillet, est-ce que vous pensez peut-être que vous avez trop freiné les réformes ? Est-ce que les syndicats en France, tels qu'ils sont, tels qu'ils existent, tels qu'ils se conçoivent, sont un frein trop lourd, trop important par rapport aux réformes nécessaires? Ça me fait plaisir de ce que vous dites, ça veut dire que les syndicats ont un rôle. Mais non, mais en même temps, je ne considère pas qu'on a été un frein aux réformes. D'abord, il faut savoir ce qu'on appelle réforme. Il y a des réformes qu'on a contestées, il y en a d'autres qu'on a discutées, ça dépend des candidats. Il y en a qu'on a rejeté, comme en 2006, le contrat première embauche, par exemple. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, lorsque vous voyez le niveau de chômage des jeunes, vous ne dites pas que c'était une bonne idée? Le niveau de chômage des jeunes, ça dépend comment. Alors, il est non, mais attendez, on peut remettre en cause les chiffres. Enfin, vous savez bien quand même qu'il y a un... Les statisticiens le remettent en cause. Oui, d'accord. Peu importe. Mais oui, il y a trop de chômage de jeunes. Mais oui, il y a trop de chômage d'une manière générale. Mais quand c'est aussi des questions démographiques. Oui, mais enfin, toute évolution possible. J'ai assisté la semaine dernière à une dernière réunion en tant que secrétaire général du comité directeur de la Confédération européenne des syndicats. Quand vous discutez avec les collègues européens, il n'y a pas un pays, à part peut-être
quelques pays nordiques où les choses vont bien, d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup de réformes de caractère libéral au sens économique ont été rejetées dans beaucoup de pays. C'est une période comme ça. Une bonne part du syndicat. Mais le problème, Jean-Claude, c'est que la réponse, c'est trop souvent on change rien. Ouais. Non, c'est pas on s'arrête qu'on change sur le rien. statu quo. Non, pas du tout. Lorsque vous regardez, c'est les syndicats allemands, du vous en tout. parliez tout à l'heure. Ouais. On voit bien on a l'impression qu'il y a un véritable dialogue social. Bah, il y a- En Allemagne. Alors il est dur, mais au moins il y a un dialogue Il y a social. un dialogue social. Chez nous, il n'y a dans pas de dialogue certaines- social. Il y a un dialogue social, pas partout. Il y a un dialogue social. Mais oui, non, mais, Ok, attendez. mais, non, mais vous pouvez trouver un 50%. proche du syndicat, mais Mais oui, il y a quand même un oui, il y a dialogue social. dans les grandes entreprises. Oui. Là où il y a un syndicat. Oui. Voilà, Oui. le système est différent, mais il y a 50% des salariés Nous, allemands il y en a qui sont nulle part. sans couverture conventionnelle. 50% des travailleurs allemands sans couverture conventionnelle. Pas moi qui le dis, ce sont mes camarades allemands. Nous, on n'en a que 7 ou 8% sans couverture conventionnelle. Voilà, donc je ne dis pas que tout ce qui est en Allemagne n'est pas bon, mais vous avez beaucoup plus de précarité et beaucoup plus de pauvreté en Allemagne. Mais du coup, vous avez un chômage à 4,6. Voilà. Oui, avec une démographie Est-ce qui qu'il n'est pas faut la mieux même. Est-ce Avec qu'il une faut mieux démographie Non, qui n'est pas la d'accord, même. ça, Ah c'est oui, sûr mais qu'il est ça pas la joue. même. Mais Elles qu'est-ce sont qu'il faut 50 000 mieux tous les ans. Il faut mieux avoir un chômage à 10%. Qu'est-ce qu'il faut mieux Zéro chômeur, c'est l'idéal. Mais, Ouais. mais pour le moment, on n'y est pas et nous, on est à on n'est pas 10%. prêt d'y être. On Mais n'est le pas dialogue prêt d'y être. social, il Ouais. était meilleur en 2004 ou aujourd'hui? Il s'est dégradé ou pas? Ah, je pense, enfin, au-delà des personnalités des uns et des autres, je pense que là, depuis 2007-2008, depuis la crise, il y a eu une dégradation, mais pas que chez nous, un peu partout en Europe, de la qualité du dialogue social, oui, tout à fait, oui. Je pense que c'est un des effets de la crise financière de 2007-2008, oui. Et là, ça ne change pas, ça s'empire avec ce nouveau gouvernement. Bah, dans la dernière période, moi j'avais Parce que vous avez justement, vous avez modifié votre position. Le dialogue social, on a l'impression qu'il a évolué, notamment avec la position de FO, son secrétaire général, en l'occurrence vous. Bah, il a évolué. Attendez, moi, vous savez, quand on fait du syndicalisme, moi, je prends souvent une image. Si vous prenez votre bagnole et que vous allez à X, à un endroit X, peu importe, vous savez où vous voulez aller, puis vous mettez Waze ou Mappy pour savoir quel est l'itinéraire. Le syndicalisme, c'est pareil. Vous avez un cap, une position, les valeurs, etc. Et après, c'est en fonction du contexte. Et là, nous avons décidé, au moment des ordonnances travail, que le contexte, dans ce contexte où on était après une élection, il fallait imposer une concertation, etc. Voilà, c'est pas, on n'a pas changé, c'est une question de contexte. Le 22 mai, vous serez dans la rue ou pas 22 mai, non, je pense que je ferai le 22 mai, franchement, je sais pas. Non. Est-ce que ça a un sens, ces journées d'action Bah oui, ça a un sens en ce sens où, d'abord, ils ont pas de réponse. Et le dialogue social dans la fonction publique, il Il traîne. continue, il l'a dit. Ah oui. Il traîne, bah oui, mais il traîne d'une manière ou d'une autre. Tous les syndicats sont dans la rue le 22 mai, Ouais. sans exception. Hein. Et puis il va y avoir, je ne sais quand, ça devait être début avril, c'est retardé. La mission Cap 22 devrait nous sortir, je ne sais quoi, bon, etc. Donc il y a une vraie inquiétude. Il y a les questions de pouvoir d'achat, etc. dans la fonction publique. Mais au-delà de ça, qui sont des vraies questions, il y a un problème de sens du service public. C'est quoi notre rôle? C'est quoi nos missions? Enfin, vous savez, on parle beaucoup en ce moment du prélèvement à la source. Vous savez qu'à Bercy, on est obligé de faire appel à des entreprises privées quand les gens vont vous demander des renseignements, et ils devront payer en plus quand ils téléphoneront, parce qu'on n'a plus les ressources. Voilà, on a tellement été à l'os dans les services de Bercy, et ça s'arrange pas en ce moment, donc ils sont obligés de faire appel à sous-traiter à du privé. Il y a un nouveau gros dossier qui vient de s'ouvrir, en tous les cas, le président l'a indiqué, c'est la question des retraites, avec Jean-Paul Delevoye, donc, qui a remis son rapport, et puis les discussions vont s'ouvrir. Est-ce que vous vous attendez à une réforme de retraite qui va jusqu'à la retraite à points, qui va très loin? Parce que c'est le président Macron, le candidat Macron, l'avait écrit dans son programme. Oui, il avait même dit d'autres choses. Enfin, il avait dit des choses qu'il n'a pas fait comme il l'avait dit aussi. Hein. Je pense à la couverture chômage des indépendants ou aux démissionnaires. C'est pas la même nature de ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale. Bon, là, sur le dossier retraite, on a été reçu. Et prêt à aller jusqu'où? Ben, attendez, pour le moment, on est sur le constat. On a eu la première réunion officielle, c'est aujourd'hui, cet après-midi. Cet après-midi, j'y étais pas, c'était le camarade qui suit ces questions de retraite qui y était. Bon, si on a bien compris, ils sont sur une logique de régime universel, mais qui dit régime universel ne veut pas dire non plus régime unique. Oui, la fin des régimes spéciaux. Pas obligatoirement, c'est pas obligatoire. Régime universel, ça peut vouloir dire, pour aller vite, un taux de rendement identique un peu partout. Quoi. Bon. Ben, vous savez, les régimes spéciaux, progressivement, ils sont en train de s'aligner sur les autres. Bon. Alors, donc, celui-là ou les autres. Mais ça veut pas dire un seul régime. Bon, alors, mais ça peut vouloir dire ça aussi, on n'en sait rien. Un régime universel n'est pas obligatoirement un régime unique. Regardez, l'assurance maladie est un régime universel, mais vous avez l'assurance maladie des agriculteurs, etc. Donc, il y a ça, il y a
quel système? Nous, on a rappelé qu'on était, par exemple, opposé au système dit des comptes notionnels, hein, qui foirait, pardonnez-moi l'expression, notamment en Suède, hein, où les Suédois en sont revenus d'une manière ou d'une autre. Après, quid de la fonction publique, voilà, tout ça, on n'a pas de réponse pour le moment. Ça démarre simplement. Mais on a cru comprendre aussi que ça percuterait la réforme, quelle qu'elle soit, ça percuterait à partir de la génération née en 1963. Hein, donc ça percuterait à partir de cette date-là. Maintenant, on a dit aussi qu'on ne veut pas d'abaissement des droits. Bon, est-ce qu'il y aura ou pas abaissement des droits? Est-ce qu'on a les moyens de pas d'abaissement des droits? Ah ben, c'est un choix, hein. À un moment donné, c'est un choix. Bon, ça, voilà. Bon, si vous regardez, alors ça c'est global, c'est macroéconomique, c'est 13,8 points à peu près de PIB consacrés aux retraites aujourd'hui. Est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va monter? Nous, on dit qu'il ne faut pas que ça descende, etc. Voilà, on en est là pour le moment. Et ça va, les discussions ne font que commencer. Et puis il faut qu'une stabilité. Il faut arrêter de faire des réformes tous les 3-4 ans. Enfin, il n'y a pas un dossier plus anxiogène aujourd'hui que le dossier des retraites, quoi. Il y a un besoin de stabilité. Jean-Claude Maillet, peut-être pour finir, s'il fallait, je sais pas, le meilleur ministre du Travail que vous avez connu depuis 2004. Allez, on va faire un petit palmarès. Ah, ben, Jean-Louis Borloo. Oui, Jean-Louis Borloo était un bon ministre. Xavier Bertrand a été un bon ministre. Et moi, j'ai toujours dit les choses en face, que ça plaise ou pas. Madame Pénicaud, même si on n'est pas toujours d'accord, est une bonne ministre. Ouais. Le président avec qui il était plus facile, avec qui vous aviez une ligne directe? Bah, j'ai des lignes directes à peu près. Tout le monde sauf Macron. Non, avec les présidents, le plus sympa, même si c'est pas politique, le plus sympa comme homme, Chirac. Voilà, il aime les gens. Juste dernier point à propos de Macron, justement. Sur la dépendance, un deuxième jour. Belle connerie. Belle connerie. Ben oui, il faut arrêter avec ça. Écoutez, alors il n'a pas dit que ce serait ça, il a dit c'est une piste. Il a évoqué la deuxième qui est préférable, c'est de faire un 5e risque dans le cadre de la sécurité sociale. Ouais. Après, on regarde comment on le finance. Il y a une connerie en tous les cas de faire un deuxième lundi de Pentecôte. Ah bah oui, attendez, ça, je sais pas. Enfin bon, ça doit être un truc qui traînait dans les tiroirs de Bercy. On vous retrouve au Conseil économique et social et environnemental, c'est européen. Ça Européen. Je suis européen, moi, et je pense qu'il y a des choses à faire évoluer. Si je peux contribuer, c'est un poste qui est désigné par Force ouvrière. Hein, c'est le seul mandat. C'est facile au moins. Merci. Ben voilà, il n'y a pas d'être élu. Voilà, merci beaucoup, pas d'imprévu. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Claude Maillet, secrétaire général donc, de Force ouvrière, du mois jusqu'au 27 avril. Ouais. Merci Emmanuel Le Chypre. Tout de suite, les décodeurs de l'écho, d'où on se retrouve bien sûr demain avec notamment Frédéric Mazzella. On parlera de covoiturage et peut-être de la grève SNCF. Merci, bonne soirée.